Bonsoir, nous sommes le 30 juillet, il est 20h30 et nous profitons de la fraîcheur après une journée fort chaude pour promener Maître Goliath, à qui je voulais mettre un petit manteau plus léger, mais bon, ça n'aurait pas l'air de l'intéresser de changer, de sortir sa tête du col, etc. Et puis tout compte fait, bon, il fait quand même plus frais à cette heure-ci. Tu resteras avec ton manteau un peu plus épais. Et ce sera bien comme ça. Et mes chats ont disparu. Voilà, pas de chat. Oxo est dans le coin, mais envolé. Et comme j'ai les grands chiens chez moi aujourd'hui, le palou est aux abonnés absents. Donc voilà, nous sommes en petit comité. Et je vous shoote une vidéo absolument non prévue pour le mois d'août, qui était censée être une trêve, parce que je voudrais quand même vous avertir, allez Goliath, vous avertir de mener, ah mais voilà mon Oxo, je savais bien qu'il n'était pas loin, mais il a eu chaud aussi, alors vous voyez, il se met à la fraîcheur, bien planqué. Allez Goliath, viens, tu veux que je te porte? Eh bien je crois qu'il veut aller au bas de la rue, là où il y a d'autres choses intéressantes, et comme on a déjà un peu promené, c'est trop loin pour y aller de plein pied. Voilà. Hein? Bon. Donc, voilà. Il faut que je mette le haut là, que je vous avertisse de ce que je vais appeler des menées sectogènes, tout à fait inadmissibles, une espèce de propagande nauséabonde. Figurez-vous que, quand on y pense bien, c'est à la base promu par des chaînes YouTube qui, tenez-vous bien, se donnent des noms d'arbres. Je ne vais pas les nommer, hein, mais ceux qui s'intéressent à tout ça les reconnaîtront instantanément. Heureusement, la première qui a répandu ce genre d'insanité est morte de sa belle mort. Voilà. Amen. Mais, comme beaucoup de ces propagandes mensongères extrémistes, parce que c'est de l'extrémisme, c'est du sectaire, vous voyez, eh bien, ça essaime, hein, comme les essaims d'abeilles, ça essaime, E2SAIME, pour être sûr que vous n'alliez pas comprendre que j'aime ces chaînes-là. Non, je ne les aime pas. Pourquoi? Parce qu'elles mentent. Ils mentent, tout simplement. Alors, comment est-ce qu'ils mentent? Ils ont une technique que j'ai bien analysée, que j'ai bien comprise et qui est bien au point. Et je vais vous l'expliquer. Donc, en fait, ça correspond à une apparence scientifique. Donc, on se donne l'apparence de la science. Bon, soyons corrects, c'est plus qu'une apparence. Il y a de la science, ils utilisent de la science, mais elle est sélectionnée. J'y ai déjà fait allusion dans des vidéos précédentes, en vous expliquant que finalement, on pouvait tout prouver et son contraire avec PubMed. Je répète, vous me lancez un défi avec les deux versions diamétralement opposées et je vais vous trouver des références qui soutiennent les deux versions. C'est normal, c'est la pluralité des idées. On n'est pas dans un mode de pensée unique. Oh, mais voilà mon palou! Où qui t'étais mon palou? Oh, je n'ai pas vu mon palou de toute la journée. Oh, mon palou! Mais là, oui, ça, alors là, ça c'est quand même plus gai que tout ce que ces chaînes sectogènes vomissent.
car ces chaînes vomissent. Je pèse mes mots. Okay. Donc, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils se sont érigés en censeurs, ou plutôt en juges définitifs des études qu'on trouve sur PubMed et de celles qui sont intéressantes et fiables, celles qui vont dans leur sens, et celles qui ne vont pas dans leur sens, eh bien, sont anciennes, dépassées, mal faites, de mauvaise qualité, et ainsi de suite. Ce qui est tout à fait mensonger, ne serait-ce... Alors, prenons le critère le plus objectif, ancienne, mais les études sur lesquelles ils se basent sont en fait plus anciennes que certaines des études que moi je propose. Donc, enfin, c'est du vent, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit sur une chaîne YouTube, ce qui n'est jamais qu'une chaîne YouTube. Ne croyez pas que ce que je suis en train de faire ici, c'est de la haute science. C'est une forme de business. Sauf que moi, contrairement à certains, je ne vends pas de compléments alimentaires. Et je ne touche pas de commission sur les compléments alimentaires que je recommande à mes patients. Et ils peuvent les prendre où ils veulent. Et je n'en vends pas. Et je n'en ai jamais vendu et je n'en vendrai jamais. Je ne vends pas de compléments alimentaires. Eux, bien, ça c'est déjà pas normal. Eux, par contre, ils ont des contrats de publicité pour croquettes. Vous croyez que je dois signer en leur nom? Enfin, on leur propose, hein. Bon, non, pas encore, mais ils feraient de bons ambassadeurs. Donc, il y a déjà cette première supercherie de trier les études. Les études qui les arrangent, il y a bon. Les études qui ne les arrangent pas, non, c'est dépassé. Non, c'est pas une étude digne de foi. Alors, il conclut notamment le succès d'année de la première chaîne, là. Parce qu'au moins la première chaîne à laquelle je fais allusion, chronologiquement parlant, c'est probablement pas si chronologique que ça dans leur création, mais en tout cas dans le fait que ces chaînes ont promu le cétogène. Parce que la première à laquelle je fais allusion, qui me semble quand même un peu à la base des autres, ou d'autres au singulier, ça a toujours été cétogène. Bon, ok, voilà, c'est leur truc, très bien. Mais la chaîne qui en constitue la métastase, je pèse mes mots, la métastase, eh bien, elle est tenue par un ex-frugivore qui est devenu cétogène. Ça vous en dit déjà beaucoup. Et cette chaîne-là, c'est pas un médecin, c'est un naturopathe. J'ai rien contre les naturopathes. Mais en quel honneur est-ce qu'un naturopathe se permet déjà d'abord d'affirmer, et c'est une grosse chaîne, hein, il a beaucoup de followers, je pense qu'il met des contenus intéressants dans le monde de la naturopathie, mais ici, il s'attaque à la médecine fonctionnelle, de plein fouet. Ça ne lui va pas, la médecine fonctionnelle. Vous voyez ? Ça ne lui va pas. Et donc, il commence par prétendre que je ne vois pas de patients. Moi, je ne vois pas de patients. Moi, je vois 100 patients par mois, tous les mois, depuis 40 ans. Pas au tout début. Mais moi, j'ai vu des dizaines de milliers de patients. Bon, alors, ça a pu être une mauvaise compréhension, ou je ne sais pas d'où il sortait ça a peut-être été dit de bonne foi. Enfin, avant de lancer ça, hein, en mon nom, c'est pas que ça a été des allusions. Moi, ici, je ne cite personne. Et donc, si vous ne connaissez pas le phénomène, vous ne saurez pas, vous n'irez pas embêter le monde avec ça. C'est pas le but.
Il faut bien que je me défende. Quand on prétend, sur une chaîne qui a énormément de vues et de followers, que je suis une espèce de médecin fake parce que je ne vois pas de patients, moi qui vois 100 patients par mois depuis 40 ans, et alors on s'attaque maintenant aux tests que je propose. Comme quoi ils ne seraient pas scientifiques. Mais ce sont des tests médicaux, mis au point par des médecins, prescrits par des médecins, dont j'ai utilisé des dizaines de milliers d'exemplaires. Enfin, j'ai prescrit des dizaines de milliers de ces tests sur les décennies. C'est pas que j'en abuse, mais je les use au jour le jour et sur les décennies et les dizaines de milliers de dossiers, de patients. Eh bien oui, j'ai des dizaines de milliers de tests. Eh bien voilà, ils ont ensemble, tous ces sectogènes, décrété que non, les preuves scientifiques n'étaient pas suffisantes. Mais eux, est-ce qu'ils utilisent des tests? En tout cas, le médecin probablement, dans le cadre de sa pratique. Mais le naturopathe, je crois même pas, je sais pas, je vais renvoyer le compliment. Est-ce qu'il voit des patients? Est-ce qu'il utilise des tests? Est-ce qu'il en a déjà fait un? Eh bien non, on commence à critiquer, par exemple, les métabolites organiques urinaires que des milliers de médecins utilisent à leur satisfaction clinique. Alors, les preuves scientifiques derrière ça, oui, elles sont légères, elles ne sont pas nulles, elles sont légères. Qui va investir des sommes folles pour donner une épaisseur, une valeur plus rigoureuse, une plus grande rigueur scientifique à ce genre de test fonctionnel? Personne. 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 Même moi, si vous venez me proposer une somme faramineuse pour faire des recherches là-dessus, des versus placebo et des machins et des trucs, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis clinicien. Et en tant que clinicien, je sais que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que ça correspond à la clinique. Il y a une clinique. Bon, si on ne se base que sur la clinique, c'est quand même pas très satisfaisant. On ne peut pas faire de la médecine basée juste sur la clinique. Eux, ils font de la nutrition basée sur du blabla. Ils blablatent sur YouTube et ils donnent des conseils nutritionnels. Quelle preuve est-ce qu'ils ont par des tests? À ma connaissance, aucune. Moi, bien, parce que moi, je pars de la clinique, comme eux, et ça, c'est tout à fait respectable. Mais moi, je fais des tests. Le problème, c'est que je fais des tests, contrairement à ce qui, je suppose, affabule, je fais des tests avant et je fais des tests après. OK? Alors, passons sur les métabolites organiques urinaires, parce que c'est vrai que c'est quand même tellement complexe, ce microbiote intestinal, qu'il n'y a pas de test idéal. Vous savez, maintenant, on commence à voir les tests sur les acides nucléiques avec des bases, si vous voulez, d'identification des espèces microbiennes par les acides ribonucléiques, etc. Donc, c'est avant-gardiste, c'est intéressant. Moi, je n'ai pas encore été vraiment convaincu par ça parce que les essais que j'ai faits ne corroboraient pas bien avec ma clinique. Mais j'en ai probablement pas fait assez. Je pense qu'il faudra que j'en refasse un peu, peut-être avec un peu de guidance de gens qui les connaissent mieux, qui les ont fait plus souvent, peut-être aussi pour résoudre des cas qui vont pas trop bien. Donc je n'exclus pas ça, mais je n'ai pas été convaincu. Par contre, les métabolites organiques urinaires que je fais depuis quasiment 30 ans, non, plus de 25 ans, mais je sais que ça fonctionne, je sais que ça m'aide, je sais si c'est davantage fongique, davantage bactérien, si c'est les deux, si c'est un des deux, s'il y a on peut subodorer sans certitude absolue, mais on a de belles indications pour savoir s'il s'agit de bactéries de putréfaction ou de fermentation, ce qui est quand même utile.
De nouveau, ce n'est pas extraordinairement fiable, mais ce sont des indications qui aident le clinicien. Il peut évidemment y avoir les deux. Bon, ça, c'est aussi un truc qu'il faut utiliser du côté des thérapies. Au niveau fongique, il y a, en fonction du type de métabolite, une prévision possible assez satisfaisante du type d'antifongique qui va fonctionner là-dessus, hein, pour sélectionner l'antifongique qui a le plus de chances de succès. Et de nouveau, ça, ce sont des choses qui sont peu prouvées scientifiquement et publiées sur PubMed, mais que par essai et erreur, un clinicien qui est spécialisé dans l'écosystème intestinal, ce que je pense pouvoir quand même être considéré comme étant un pionnier là-dedans. J'ai quand même écrit ce livre « Écosystème intestinal et santé optimale », publié à des dizaines et des dizaines de milliers d'exemplaires qui continuent à très bien se vendre, qui fait référence partout dans ce domaine-là, et qui a été fait au début du siècle. Celui-ci, hein, merci. Hein. Au début de ce siècle. Et bon, c'est quand même un livre, il y a quand même près de 1400 références scientifiques. On ne peut pas dire que j'ai fait ça comme ça. Alors, évidemment, il n'a jamais été mis à jour parce que ce truc a tellement explosé qu'il faudrait une équipe de 12 rédacteurs scientifiques pour tenir ça à jour et un camion pour transporter les différents tomes qui compléteraient les informations qui étaient relativement embryonnaires il y a 25 ans. Mais évidemment, je jette des bases d'anatomie, de physiologie de la digestion, de physiopathologie, aussi tout un tas d'informations au niveau des différents pathogènes, etc. Enfin bon, il y a une base. Ce livre est une base. Et puis alors, après, le domaine a explosé. Donc, je pense que avec ce passé, ce passif, dirait-il, quand je vois que des tests ont une valeur clinique, une validité clinique, eh bien, je suis bien placé pour être crédible quand je le dis. Alors eux, ils regardent des études et ils disent « Oh non, mais les études ne sont pas convaincantes. » Mais ils n'ont pas utilisé le test. Est-ce qu'on va accepter la prédominance de gens qui sont assis derrière un micro, devant une caméra, et qui ont regardé des études, mais ils ne voient pas les patients qui ont des problèmes d'écosystème intestinal, qui ont été évalués notamment par ce biais, qui ont été soignés sur les bases de ces tests et qui sont soit guéris, soit nettement améliorés. Ils ne font pas ça. Ils se contentent de regarder des études et de goiser, voire de délirer sur la validité de ces études. Je ne vais pas vous dire ce que je pense de ce genre d'attitude, parce que je finirai par être grossier. Oui. Ah, j'ai déjà été grossier. Mais je serai plus grossier, encore beaucoup plus grossier. Parce que c'est quoi ça? Ils sont là pour quoi exactement? Est-ce qu'ils sont là pour aider les gens? Ou est-ce qu'ils sont là pour emmerder le monde? Ils sont là pour emmerder le monde et défendre leurs théories extrémistes. Vous voulez que je vous explique leurs théories extrémistes? Je vais le faire avec les acides gras. Parce que les profils d'acides gras sont aussi dans leur collimateur. Évidemment, tous les tests sont dans leur collimateur. Eux, ils vous trouvent des études sélectionnées ad hoc. En anglais, on dit cherry-picked. Hein, je les ai expliqué ça comme la cueillette des cerises étagée dans le temps pour ne cueillir que les cerises qui sont déjà mûres, et puis on repasse avec les cerises un peu plus mûres, ça c'est du luxe. Enfin, au prix des cerises, peut-être qu'on peut se le permettre de nos jours. Je ne sais pas s'ils font ça, peut-être d'une certaine manière, je sais pas, je voudrais bien m'enseigner pour savoir. Bref, oublions la cueillette de cerises et parlons des acides gras. Ces messieurs, parce que c'est des mecs en plus,
ces messieurs ont décrété... Alors, vous êtes assis là. Si vous n'êtes pas assis, je vous propose de vous asseoir. Okay, je vais vous révéler une grande vérité scientifique qui vient des chênes qui ont pour nom des arbres. Retenez bien, ils ont des chênes nommés d'après des arbres. Et pour eux, tout ce qui est végétal, c'est du poison. Et tout ce qui est animal, ils jouissent. On leur parle de nourriture d'origine animale, ils jouissent. On leur parle de nourriture végétale, c'est du poison. Un terme à la mode dans ce milieu sectogène, et qui est une critique, mais vraiment c'est un jugement, c'est un blasphème, c'est quelque chose d'extraordinairement négatif, c'est une sentence définitive. Et de la plus haute négativité, je trouve par mes mots, c'est que, basé sur ces tests, je pourrais avoir des réflexes, alors tenez-vous bien, de végétalisation de la diète. Est-ce que vous vous rendez compte que je suis soupçonné, que je suis accusé de végétaliser certaines diètes basées sur des tests qu'ils réfutent, sur fond d'études sélectionnées selon les méthodes frauduleuses que je vous ai expliquées au début. Donc moi, je végétaliserai les diètes parce que, par exemple, quand je vois trop d'acide arachidonique, qui est un acide gras quand même d'origine animale, mais je me dis, bon, il y a peut-être trop d'aliments animaux, notamment de graisses saturées, etc., qui pour eux sont l'unique aliment que l'humain devrait dont l'humain devrait se gaver. Hein. Graisse saturée, c'est le gras à l'absolu. Et je suis de moins en moins contre les graisses saturées, en partie avec leur travail. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'ils ne font pas un mauvais travail, mais ils le poussent jusqu'à l'insolence. Ils le poussent dans un extrémisme et dans une agressivité vis-à-vis de tout ce qui n'est pas strictement sectogène, que ça décrédibilise tout le truc. J'ai un livre là qui est sur le point de sortir au mois d'octobre, qui est fini, qu'on est en train de relire pour les dernières fois avec ma co-autrice, qui s'appelle Julie Lioré, pour quand même en profiter de l'occasion pour le dire et la remercier. Mais on parle du cétogène, mais sans aller dans l'extrémisme. On fait la promotion du cétogène pour certains génotypes, et il y en a assez bien des gens avec ces génotypes-là. Donc, si on regarde bien la chose, on est plutôt pro-cétogène, mais eux sont basculés dans un extrémisme invraisemblable. Alors, pour eux, l'acide arachidonique, qui est quand même un acide gras qu'on trouve dans les aliments animaux, qu'on ne trouve pas dans les aliments végétaux. Eh bien, pour eux, il vient des végétaux. Ce qui n'est pas tout à fait faux, parce que selon certains génotypes des enzymes qu'on appelle désaturases, qui convertissent les acides gras au long des familles, aussi bien oméga 6 qu'oméga 3, certains de ces génotypes, qui sont vraiment des génotypes accélérateurs, permettent en effet à certains patients, pas à tous, puisque ça dépend du génotype, de transformer les acides gras d'origine végétale en acide arachidonique. Donc une partie de l'acide arachidonique peut évidemment venir du monde végétal. Ok, mais bon, ça reste quand même un acide gras présent dans l'alimentation animale. Donc quand il y en a trop, on doit réfléchir aux deux pistes, et selon ce que les gens mangent, on adapte. Mais non, eux, c'est le bannissement du monde végétal. Alors, ce que je vous dis là, ce n'est qu'un début. L'absurdité est poussée à des niveaux qui m'obligent à prendre la parole aujourd'hui. Ce que je fais, comme vous pouvez m'entendre, si on les écoute, l'acide arachidonique qu'ils ont envie de cajoler, puisqu'il est d'origine animale. Donc ça, si c'est animal, ça doit nécessairement être bon. Eh bien,
en torturant PubMed. Ils ont soumis PubMed à la torture. Ils ont fini par trouver certaines études, et elles existent, ils ne les inventent pas, ça c'est clair. Mais ils ont fini par trouver des études qui montrent des avantages de l'acide arachidonique. Ben oui, si ça existe dans le corps humain, c'est pas mauvais, c'est l'excès qui est mauvais. Donc forcément, l'acide arachidonique a des rôles physiologiques fondamentaux, et on ne va pas le supprimer, mais on n'en veut pas en excès, ok ? Et alors, ces rôles sont complexes, là on part dans des trucs très très ardus, qui sont intéressants, que je connais en partie, parce qu'il y a certains très nouveaux compléments alimentaires aux États-Unis qui sont basés sur ces voies-là, et effectivement, il y a des rôles intéressants, pas du tout pro-inflammatoires, de certains dérivés de l'acide arachidonique. Mais bon, restons calmes. L'acide arachidonique, généralement parlant, est un acide gras pro-inflammatoire. Il a des rôles bénéfiques, et donc il n'en faut surtout pas trop peu, parce qu'il est très important dans le cerveau. Moi, quand j'ai des gens qui ont trop peu d'acide arachidonique, je leur fais manger mais pas plus de plantes, je leur fais manger plus d'aliments animaux. Donc quand il y en a trop peu, moi je leur fais manger plus d'aliments animaux, mais s'il y en a trop, eux ne veulent pas, n'acceptent pas que je diminue les aliments animaux parce que je végétalise les diètes. Est-ce que vous imaginez l'ampleur du crime ? Je végétalise des diètes. Ça, c'est... comprenez, c'est pas sectaire, ça. Ça vous paraît pas sectaire, ce truc ? Je végétalise rien du tout. Je voudrais bien végétaliser ma façade, ça oui, mais les diètes, non, j'enlève des aliments d'origine animale s'il y en a trop. Et s'il y en a trop peu, j'en remets. Donc oui, leur logique, elle ne tient pas 10 secondes. Parce que si on leur dit, oui, mais s'il y en a trop peu, on ne sait pas discuter avec ces gens-là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ils sont d'une mauvaise foi scandaleuse. Et je compte sur vous pour leur faire comprendre que c'est scandaleux. Parce que dire que l'acide arachidonique est autant anti-inflammatoire que pro-inflammatoire, il faut vraiment avoir du culot et il ne faut surtout pas avoir peur de dire des conneries. Parce que ce n'est pas vrai qu'il y ait des rôles complexes et que l'acide arachidonique soit nécessaire. Ça, je suis d'accord. Et ça, ce serait un bon message. Donc, de nouveau, les messages pourraient être bons, mais ils sont dévoyés par une obsession extrémiste, anti-plante, pro-animal. Et alors en face, on a les véganes qui disent exactement l'inverse. Bon, alors écoutez, on va déborder de 3 minutes. Goliath, tiens, qu'est-ce que tu veux encore ? Regardez qui est planqué là. Hein ? Vous avez vu ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? 2-3 minutes. Alors, allez, la cerise sur le gâteau. Ok ? Ouf, une cerise. Non, la pâte de grenouille sur le gâteau. Enfin, moi, je ne mange plus des pâtes de grenouille parce que j'aime bien les grenouilles. Donc, bref. Oublions ces exemples farfelus. Non, mais le pire du pire est à venir. L'acide linoléique, qui est le premier des oméga-6, qu'on trouve quand même, avant toute chose, dans les végétaux. Maintenant, on en trouve aussi dans la graisse animale, et notamment plus dans certains animaux que d'autres. Il y a plus d'acide linoléique, donc le premier oméga-6, il y en a plus dans la graisse de poulet, par exemple, c'est connu, la graisse des oiseaux, des volailles, on va dire, hein, pour appeler la chose par son vrai nom. Et donc, ça, ce n'est pas faux, mais enfin, l'acide linoléique, c'est quand même une graisse essentiellement végétale, hein, un peu animale, et donc qui fait partie des fameux tests qui sont critiqués. Bon, le problème, c'est que si on critique les tests, qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait pas de test du tout, alors. On fait de l'animal à outrance, et plus il y en a, mieux c'est, et le cholestérol peut doubler, tripler, quadrupler, tout ça est bon, sous l'autel de ce qu'ils appellent un paradigme lipidique.
Ben, remarquez que moi, je ne suis pas pour le paradigme glucidique. Mais bon, le paradigme lipidique, si c'est basé sur une pseudo-science triée sur le volet en fonction d'objectifs et pas en fonction d'une observation neutre des faits scientifiques, ça ne me va pas. Bref, je garde vraiment pour la fin, parce que ça, c'est la méga cerise sur le gâteau. L'acide linoléique d'origine végétale, tenez-vous bien, est mauvais, mais s'il est d'origine animale, il est bon. Ah oui, alors que c'est la même molécule. Hein. Donc, si vous voulez, quand on utilise des méthodes de pensée aussi perverses, il n'y a même pas un début de discussion, parce qu'ils vous disent « Ah oui, mais s'il est d'origine végétale, il est oxydé, s'il est d'origine animale, il n'est pas oxydé. » Et quelles sont les preuves de ça? Venez avec des preuves de ça. Ils en ont? Pas que je sache. Ceci dit, ils peuvent les poster en commentaire de ma vidéo. Hein. Je serai content de les examiner. Mais vous voyez, on ne sait pas discuter avec des charlatans comme ça, parce que même si on discute d'acide linoléique, et même si on accepte qu'une partie va se transformer en arachidonique en fonction des génotypes, mais bon, les génotypes, moi je pense qu'ils ne s'y retrouvent pas. Ils avaient annoncé une vidéo sur les génotypes, je l'attends de pied ferme. Okay, voire encore. Mais attention, ils sont capables d'en pondre une avec leur système basé sur des insanités et des non-sens scientifiques. Mais pour revenir à l'acide linoléique et conclure, ben, figurez-vous que donc, selon eux, il y a du bon acide linoléique d'origine animale, ça c'est du bon, et du mauvais d'origine végétale. Mais c'est la même molécule. Alors, des élucubrations sur le fait qu'il soit oxydé ou pas, ben, c'est clair qu'on peut oxyder des acides gras dans les huiles végétales si on les maltraite. Moi, j'ai jamais fait la promotion d'huile raffinée, d'huile chauffée à des températures abjectes, etc. Enfin, je veux dire, les huiles végétales, les aliments végétaux avec des acides gras polyinsaturés, il faut les respecter, il faut les protéger, il faut les manipuler avec soin. Ça, tout le monde a toujours dit ça, mais eux, non. Eux, ils disent, acide gras polyinsaturé, ouf, dangereux, surtout pas. Ouh là, non, là, c'est toxique. Toxique. Il n'y a que le saturé qui a le mérite d'exister à leurs yeux. Même pas les monoinsaturés, l'huile d'olive, c'est un truc trafiqué, c'est ultra transformé. Ah oui, l'huile d'olive, c'est ultra transformé. On prend les olives, on les presse, on va au moulin du village, qui est le même depuis 150 ans, parce que j'ai une patiente, Ginette, qui se reconnaîtra, qui va bientôt fêter ses 93 ans. Eh bien, elle prend ses olives en Provence, il y en a plein, selon les années, il y en a plus, il y en a moins, et elle va les faire moudre au moulin du village, et je reçois l'huile d'olive. Et ça, c'est ultra transformé. Ah oui, l'homme paléolithique n'en buvait pas. Oui, mais l'homme paléolithique n'était pas obligé de subir toutes ces contre-vérités, toute cette manipulation. Ça a l'apparence de la science. Hein, c'est comme le... Il y a une maxime, et moi les maximes, je suis totalement nul, il faut m'aider. Ça a le goût de la science, ça a l'apparence de la science, ça a le goût de la science, mais ça, c'est pas de la science. C'est du sectarisme en plein, ok? Bon, j'attends les études qui prouvent que l'oxydation ne se trouve que du côté végétal, pas du côté animal, et j'attends aussi avec impatience la fameuse vidéo sur les génotypes. Donc une vidéo sur les génotypes par des mecs qui ne les ont jamais utilisés. Moi, il y a 10 ans que j'en fais. J'ai 2000 patients que j'ai soumis à ça. J'ai du recul. Parce que j'ai du recul, j'ai commencé à en parler. Et donc, faire des vidéos sur les génotypes quand on n'en a aucune expérience clinique, curieux de voir. Faire et mettre... Attends, Goliath, mais non, c'est pas par là. Regarde, là, va vite. Bon, je pense qu'il a faim, chien. Faire des élucubrations sur des tests qu'on n'a jamais utilisés, c'est pas très correct vis-à-vis des cliniciens qui les utilisent avec bénéfice pour leurs patients.
toujours tout critiquer, assis sur leur chaise, sans jamais voir de patients. Alors oui, le neurogourou, là, il voit effectivement des patients. Si vous voulez, il y a une arnaque aussi, là, du côté de la neurologie. Enfin, c'est pas vraiment une arnaque, c'est une arnaque dans le discours, dans l'excessivité du discours. C'est-à-dire que il est évident que quand on a affaire à des patients qui souffrent de neurodégénérescence bien développées, existantes, qui sont malades, voire sérieusement malades. C'est mieux évidemment quand on intervient précocement, mais c'est pas toujours ce que j'imagine les patients montrent au neurologue. Bon là, effectivement, leurs principes ont des vertus. Mais ça, c'est du traitement de la maladie de la neurodégénérescence. Moi, je vous parle de prévention. On ne prévient pas la neurodégénérescence chez les ApoE4 avec des graisses saturées. Je suis désolé, la totalité de la communauté scientifique mondiale n'est pas d'accord. Et moi, je ne suis pas d'accord. Alors, quand il s'agit de traiter des patients souffrant d'Alzheimer avec la diète cétogène, évidemment que ça marche, mais ça, je l'ai dit dans mes vidéos aussi, je ne suis pas en train de nier les faits. Mais traiter un Alzheimer et prévenir un Alzheimer, ce n'est pas la même chose. Et nous, avec notre approche fonctionnelle, vous savez quoi? On prévient l'Alzheimer. Et c'est pas le docteur Delbredezen aux États-Unis qui dira le contraire. Alors quand on leur oppose ces livres, ces publications, sa chaire dans une université américaine prestigieuse de neurologue, ils sont pas mal à l'aise, ils balayent ça. Oh oui, mais non, mais on n'en est plus là, on en est revenu de tout ça. Enfin, les mensonges, ne tombez pas dans ces mensonges, ok? Qu'on en finisse avec cette pseudo-science, avec cette diète sectogène qui est bafouée, qui est abîmée par des sectaires, et qu'on en revienne à une médecine bienveillante, pas malveillante, pas constamment poster des vidéos malveillantes, parce que, je sais pas, ils sont des détraqués qui ont basculé dans la malveillance, et on en a marre de tout ça, ok? On voudrait des choses plus positives, encourager des voies nouvelles qui paraissent prometteuses, etc., et pas systématiquement critiquer et surtout jalouser, parce qu'il y a énormément de jalousie. Ça, je peux vous le certifier, j'ai des éléments de preuve que je ne vous livre pas, mais pas critiquer et jalouser ce que de vrais médecins font pour aider de vrais patients, et pas animer une chaîne YouTube derrière son micro en sortant tout un tas d'absurdités. Okay? Donc, aidez-moi à mettre fin, par vos commentaires, à ce délire, parce que ça a assez duré. Okay? Et nous sommes des milliers à pas être grossier ou impoli, mais à dire, bon, il y a un moment d'extrémisme, un niveau d'extrémisme qui commence à nous déplaire. Et c'est dommage parce qu'il y a du bon contenu sur ces chaînes. Mais je ne sais pas, ils ont basculé, exactement comme les véganes ont basculé dans des quêtes, dans des dérives sectaires et extrémistes. Voilà. Bon, j'ai débordé de 10 minutes. Je voulais vider mon sac et prévenir davantage d'attaques qui ne sont absolument pas justifiables et que je ne tolérerai pas. Il faut se défendre contre ces agressions. Ok, je compte sur vous pour m'y aider. Bon mois d'août. Bye bye.